Je tiens à remercier les partenaires de cette capsule qui sont Desjardins Entreprises, Corteva Agrisciences, BASF ainsi que Financement Agricole Canada. Donc, je vais céder la parole à Christian Denis pour le reste de la présentation. Alors, bonjour à tous, Christian Denis chez AgroBioControl. On va avoir la présentation de la presse qui va être, dans le fond, sous forme d'une vidéo et également un témoignage que vous allez voir par la suite encore en mode vidéo. Ensuite, là, je vais vous parler de Solutions Foin, de l'applicateur à Solutions Foin, de la façon de doser aussi votre équipement. Et ensuite, je vais glisser un mot sur l'entretien d'hiver de votre équipement, de votre applicateur pour Solutions Foin également. Alors, Normand, tu peux y aller avec la vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'entretien préventif d'une presse à ballonne. Un point qu'il faut regarder puis prendre le temps de faire à tous les printemps, avant de commencer au champ, c'est de prendre le temps de tout graisser les bearings à grandeur. Puis aussi, en même temps, de prendre le manuel opérateur pour être sûr de ne pas en oublier un. Parce que ça nous rafraîchit la mémoire pour être sûr. Puis deuxième des choses, le bearing, il ne brise jamais dans le garage à rien faire. C'est dans le champ qu'il brise, puis bien souvent, on a appuyé sur le dos. Fait que tantôt, je vous parlais du graissage des bearings. Ici, on voit, il y a un graissage centralisé avec des tuyaux qui vont monter aux bearings les plus hauts, qui sont le moins à la portée de la main. Par contre, il ne faut jamais oublier aussi qu'il y en a aussi ici des bearings à graisser, là. Puis, dans le pick-up aussi, il y en a des bearings à graisser, puis il y a des slip clutch aussi à graisser, il y a de l'entretien à faire là-dessus. Après ça aussi, des fois, on n'y pense pas assez souvent. Il y a des quad joints ici à graisser aussi. Puis, après ça, ici en avant, il y a un joint double. Peu importe la marque, bien souvent, il y a des joints doubles. Puis, il faut vraiment prendre le temps de les graisser parce que ça coûte très cher, les quad joints là-dedans. Fait que tantôt, au moment donné, je parlais de graissage, mais aussi comme entretien préventif. Moi, ce que je conseille, c'est à tous les printemps, avant d'embarquer dans le champ, c'est sûr, sortez votre presse à ballon, pinez-la sur un tracteur. Faites-le virer à l'aige, mettons, exemple, une demi-heure, 3/4 d'heure de temps à peu près 3/4 régime. Après ça, vous l'arrêtez, vous arrêtez le tracteur complètement. Puis après ça, vous mettez la main sur les bearings. Le plus de bearings, vous allez voir. Puis si, mettons, vous en trouvez un qui est plus chaud que les autres, bien, il y a un problème, lui-là. Après ça, un autre point à vérifier le printemps quand on commence, c'est de vérifier la tension des courroies. On pèse dessus ces courroies comme ça, toutes une après l'autre. Et si à un moment donné, il y en a une qu'elle descend de 4-5 pouces de plus que les autres, c'est parce qu'elle a un problème, là. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de vérifier. Puis aussi, ouvrez votre porte, puis prenez le temps de vérifier les courroies aussi. Des fois, il y en a une qui peut être coupée, elle peut avoir un trou dedans, elle peut avoir bien des problèmes. Prenez le temps de la vérifier comme il faut. Après ça, je veux vous parler aussi du huilage des chaînes. Il y en a qui vont prendre de l'huile à chaîne en canne, en spray, d'autres qui vont mettre de l'huile filante, d'autres qui vont mettre d'autres sortes d'huile. Peu importe, mais mettez-la puis mettez de la bonne. Puis idéalement, ce que je conseille aux clients, c'est quand elle a marché un petit peu, quand vous avez fait peut-être 25-30 balles, là, à ce moment-là, vous arrêtez puis vous huilez les chaînes, parce que là, les chaînes sont plus chaudes. Fait que l'huile, elle rentre vraiment dedans. Puis oui, il y a ces chaînes-là ici, il y en a l'autre bord aussi, mais jamais oublier, comme on voit ici, il y en a une dans le pick-up, là. Faut pas l'oublier, celle-là, puis il y en a sûrement un autre l'autre bord aussi. Après ça, il y en a aussi qui ont des systèmes de huilage centralisés. Fait que là, c'est une pompe avec des tuyaux, des pinceaux, tout ça, qui va sur les chaînes, mais prenez le temps de vérifier si les tuyaux sont vraiment bons. S'il n'y en a pas un de coupé, s'il n'y en a pas un qui a frotté à quelque part sur une chaîne puis qui est coupé. C'est la pire affaire parce que des fois, on pense que toutes les chaînes sont huilées, mais finalement, ils ne sont pas huilées. Il y en a une qui ne sera pas huilée. Ou, ben donc, le pinceau est bouché. Fait que prenez le temps de vérifier ça. Après ça, une autre affaire, la pression des pneus. Pour que la presse soit égale dans le champ. Parce que s'il y a un pneu qui est plus mou que l'autre, ben, ce qui va arriver, c'est que le pick-up, lui, ne sera pas à plomb.
Fait que lui, ce qu'il va faire, il va chercher à compenser en levant un peu. Puis là, on va laisser du foin en dessous. Après ça aussi, il faut prendre le temps de vérifier la hauteur du pick-up pour que le pick-up soit capable de tout ramasser le foin sans ramasser de terre. Fait qu'il y a un entre-deux, là. Puis c'est facilement, comme elle est facilement ajustable en jouant avec ça. D'autres marques, c'est d'autres choses, c'est un autre moyen. Puis des fois, peut-être entre les coupes, vous allez être obligé de réajuster un peu la hauteur du pick-up. Puis aussi les pneus aussi. Prenez le temps de vérifier la pression des pneus aussi. Fait que je vais vous parler des couteaux. Beaucoup de presses à barre ronde qu'on vend aujourd'hui, ils ont le système de couteau dedans. Ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps d'aiguiser les couteaux une fois de temps en temps, surtout quand on a besoin. Puis ce qui arrive, c'est que quand le couteau est pas assez aiguisé, lui, il est installé comme de même dans la presse. Là, après ça, c'est des doigts qui passent chaque bord de ça pour poigner le foin puis le hacher sur le couteau. Quand le couteau n'est pas assez aiguisé puis qu'on fait rentrer du foin à plein dedans, fait que vu que c'est pas assez aiguisé, ben là, le couteau, lui, ce qu'il fait, il cherche à aller se cacher parce qu'il y a un système à ressort en cas des fois qu'il rentre une roche ou quelque chose. Ben lui, il cherche à venir se cacher. Fait que quand on est dans la cabine du tracteur, on se met à l'entendre, là. Tac, tac, tac. Les couteaux, mais on est de temps en temps, il y en a un qui vient faire ça de même à toutes les fois que le rotor passe vis-à-vis. Là, à ce moment-là, on est obligé de ralentir si on veut que tout le foin soit haché. Mais en ralentissant, on vient de perdre beaucoup de performance de la presse. Après ça, de vérifier aussi si le couteau est droit. J'ai déjà vu à un moment donné les couteaux, qu'est-ce qui s'était passé, je ne sais pas, là, mais le couteau avait croché. Fait que lui, à un moment donné, il avait croché, puis il était venu se cacher en protection. Probablement, c'est une roche qui est arrivée puis qui a bien cointé. Mais il était tellement croche qu'il n'a jamais été capable d'en relever. Fait que lui, il a resté comme il est là. Fait que tout le foin qui passait, vous avez vu ce couteau-là, il n'était pas haché. Ensuite de ça, il faut vraiment, pour aiguiser les couteaux, il faut les démancher. Fait que, comme cette presse-là ici est installée, il y a un système de drop floor hydraulique. Fait qu'on se trouve à baisser ça. Parce qu'on prend cette poignée-là ici, on la tourne pour aller débarrer le couteau. Là, après ça, par en arrière, quand la porte est ouverte, c'est vraiment facile de sortir les couteaux de là. Après ça, pour l'aiguisage des couteaux, il faut, ce que je préconise, c'est que vous allez trouver ça dans des quincailleries. Vous prenez un buffer qui est à peu près ça de long, puis vous mettez une espèce de meule, mais c'est du papier sablé qui est en dessous, puis le dessous, ce qui supporte le papier sablé est comme mou un peu. Fait que là, à ce moment-là, on est capable d'arriver avec le buffer et de venir pogner chaque coche sans... Parce que si on prend un buffer avec vraiment une meule, on risque de faire des coches dedans. Puis il faut garder le même angle autant que possible de ce bord-ci, puis de l'autre bord aussi. Gardez ça, pour être sûr que ce soit bien aiguisé. Ça peut se faire à la lime, mais je connais pas grand monde qui prend une lime pour faire ça. Fait qu'après ces quelques conseils de base, je souhaite à tous une excellente saison avec du foin en abondance et en qualité. Bonjour, je m'appelle Dave Fortin et voici mon père. Carole Fortin. Nous venons de Saint-Charles-de-Bellechasse. Nous avons une ferme laitière de 54 vaches. Nous avons 105 têtes au total. Nous avons une moyenne de 11 500 kilos. Nous produisons environ 1200 balles rondes par été. Nous produisons aussi 300 balles rondes d'ensilage de maïs. Et nous avons environ une superficie de 140 acres au total. Ici, nous utilisons le préservatif à foin, solution foin, depuis au moins 25 ans dans le foin sec. Dans le fond, on a fait des tests. Ça nous permet de rentrer le foin tout de suite quand on met notre produit dans le foin sec. Même si le foin est à 12 % d'humidité, on en met pareil. La balle ronde ne chauffe pas du tout. Fait qu'on la rentre dans la grange, il n'y a aucun danger d'incendie. Le foin se conserve vraiment mieux. Puis les vaches aussi, on s'est aperçu que les vaches l'aiment mieux. Il y a une petite odeur dans le foin.
Puis cette odeur-là, on a l'impression que les vaches, il est plus appétant pour les vaches. Ensuite, on enrobe aussi des balles de foin sec. Ce qu'on a remarqué avec des balles rondes enrobées de foin sec, c'est que des fois, au printemps, après l'hiver, quand il commence à faire chaud, les balles deviennent un petit peu comme suintées, comme humides à l'extérieur de la balle. Fait que depuis ce temps-là, on s'est dit on va essayer de mettre du produit dans la balle ronde enrobée aussi, mais peut-être un petit peu moins de produit. On en met, puis ça paraît. Un an après, la balle ronde est pareille comme si on venait tout juste de la presser, même si elle est enrobée avec le produit. Aussi, depuis qu'on a notre mélangeur, nous mettons pour 2300 kg d'ensilage de foin et d'ensilage de maïs, on rajoute 6 litres par mélange de solution foin. Puis, dans le fond, avec ça nous permet de garder un mélange pendant, on fait 12, dans le fond, matin et soir. On a un mélange pour le matin et le soir. Fait que le foin chauffe beaucoup moins avant des vaches. Ça, dans le fond, on le fait seulement l'été. Aussitôt qu'on commence à avoir des températures en haut de 25 degrés, des températures aussi plus humides, là, on rajoute du préservatif dans notre mélangeur et ça fait vraiment une différence. D'abord, je vous remercie, Dave Fortin, pour ces très, très beaux commentaires à propos de notre produit Solution Foin. Je dis tout le temps qu'il n'y a rien de mieux qu'un producteur qui est content de nos produits. On a beau le dire quand on est fier de ce qu'on fabrique comme produit au Québec, mais quand un producteur nous dit aussi clairement que ça, à quel point ça fonctionne chez eux, c'est toujours très, très, très agréable à savoir. Alors, c'est bien apprécié. Je vous présente rapidement l'entreprise. Vous connaissez, la majorité des gens connaissent Solution Foin, mais dans le fond, pour nous, ce qui est important, c'est de vraiment développer nos produits. Donc, on est basé à Saint-Hyacinthe maintenant. Moi, je suis impliqué depuis 6 ans. On est rendu maintenant avec 9 employés, 13 produits qui sont enregistrés à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, dont Solution Foin, Topsil, que vous connaissez bien, Microprop 42 aussi, qui est dans le granulaire, qui peut être mis dans les RTM. Sachez que tous les produits sont fabriqués au Québec. Je suis content de le dire parce que malheureusement, je vois encore beaucoup de produits qui proviennent des États-Unis. Je nommerai pas de nom de compagnie, mais portez attention à ce que vous achetez. Il y a encore malheureusement plusieurs de ces produits-là qui sont fabriqués aux États-Unis, importés au Canada. Premièrement, ils sont beaucoup plus chers avec un taux de change à 1,37 pour une pièce à matin. Puis vous les payez plus cher. Puis deuxièmement, on sait que présentement, c'est pas nous autres qui vendons du lait aux Américains, c'est les Américains qui essaient de rentrer leur lait chez nous. Je pense que ensemble, on est capable de valoriser ce qu'on fait au Québec. Et nous, on est très fiers de les développer et de les fabriquer ici. Là, on ne fait pas juste les importer puis les revendre. On développe vraiment des produits qu'on fabrique à Saint-Hyacinthe. Tu peux avancer. Merci, Normand. Donc, je l'ai déjà dit, là, il y avait la thématique du panier bleu qui est sortie cette année, mais je pense que on n'est pas impliqué là-dedans, évidemment, mais l'achat local, là, quand vous voyez un logo d'AgroBiocontrôle sur un produit, vous pouvez être certain que c'est fait ici. Alors, je vous présente Solution Foin. Dave a fait un super bon travail pour expliquer à peu près tous les usages qu'on peut faire avec ce produit-là. À part peut-être les dessus de silo, puis je comprends qu'eux sont plus en balle ronde. C'est un produit qui travaille très, très bien sur les dessus de silo, surtout quand il fait 35 puis 33 comme ces jours-ci, puis que vous venez de faire de l'ensilage lors des premières semaines. Il y a 70 d'acide propionique dans Solution Foin. C'est le plus haut taux d'acide propionique dans un produit, non seulement au Canada, mais je vous dirais en Amérique du Nord, parce que même aux États-Unis, le plus élevé qu'il y a comme taux d'acide propionique, ça va être autour de 65 Solution Foin n'est pas corrosif, est tamponné avec un pH de 6, donc ça n'abîmera pas les équipements. Je le dis tout le temps au passage, c'est toujours mieux de quand même nettoyer. Solution Foin va redevenir corrosif si vous laissez un équipement qui est loin sur sa surface au soleil et à la pluie. Donc là, vous allez perdre le pouvoir tampon éventuellement. Mais autrement, quand vous l'appliquez, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Je l'ai déjà dit, mais nos produits sont beaucoup moins chers que les produits américains.
Non seulement il y a le taux de change, mais aussi, je vous dirais, ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Souvent, ça passe par 3-4 mains avant d'arriver au producteur, alors qu'AgroBiocontrôle vend directement aux coopératives. Là, on est donc en direct pour les producteurs, sans qu'il y ait d'autres intermédiaires ou importateurs qui passent au travers de ça pour prendre des profits. L'autre chose, ça a été dit par Dave aussi, mais ça fait plus de 25 ans que Solutions Foin fait ses preuves un peu partout au Canada. Ça a été bien expliqué je dirais dans les faits, mais c'est un produit qui prévient à merveille tout ce qui est levure, moisissure, éventuellement les toxines aussi, parce que les toxines sont générées par les moisissures qui subissent un stress. Donc, il faut que les moisissures soient actives pour qu'il y ait éventuellement des toxines. Donc, vous allez prévenir tout ça. Puis l'autre chose, je le dis aussi, parce que même si des fois vous faites des ballons de semi-secs, puis ça peut être, comme Dave le disait, un très bon outil à ajouter pour empêcher que ça suinte ou que ça développe des moisissures en surface. Mais même dans des ballons humides, pour ceux qui ne veulent pas nécessairement travailler avec 2 produits, parce que les inoculants, vous allez le voir tantôt, je vais faire une démarche avec vous pour vous dire quel produit vous pourriez choisir ou devriez choisir selon le type d'humidité puis de ballon que vous faites. Mais je vous dirais que même dans des ballons humides, quelqu'un qui ne veut pas changer de produit, d'aller de l'inoculant à l'acide, puis avoir à faire un choix, vous allez quand même favoriser la fermentation au même titre qu'un inoculant bactérien si vous travaillez dans des ballons humides enveloppés. Alors, juste une petite revue pour vous dire que dans les tests qui ont été faits là, dans du foin qui est sec, mais qui n'est pas tout à fait assez sec, puis des fois, c'est trompeur. Les testeurs d'humidité, quand il y en a un, ne sont pas toujours très, très précis parce que des fois, l'humidité est encore dans la tige et ça peut arriver que les testeurs d'humidité ne captent pas l'humidité réelle qui va rester à l'intérieur de la tige de foin. Lorsqu'on perd, dans le fond, lorsqu'un foin chauffe, vous allez perdre en moyenne 25% des sucres, facilement 10% des feuilles, 20% là, du contenu en protéines, c'est-à-dire, exemple, si vous êtes à 15, mais vous allez baisser à 12% de protéines disponibles. Je le chiffre pas, ça, mais il y a toute la santé du troupeau, l'aspect consommation qui a été évoqué aussi dans le témoignage, la production, mais seulement au niveau du foin, vous allez perdre en valeur effective de revente ou en valeur nutritive 35 $ la tonne pour un coût d'application dans Solutions Foin qui est somme toute assez minime comparativement. Là, vous l'avez ici. Là, donc, vous allez de 9 à 18 $ de coût d'application. Donc, c'est rarement, en fait, c'est beaucoup moins cher que ce que vous allez perdre si vous prenez une chance puis que votre foin est juste un peu trop humide. On va continuer, Normand. Donc, ici, vous avez le pourcentage d'humidité maximale auquel vous devriez, vous pourriez en fait stocker votre foin sans utiliser de solution foin. Bon, ceci étant dit, j'en ai parlé un petit peu tantôt, puis Dave en a parlé dans son témoignage. Même si votre foin est à 12, puis vous pensez qu'il est à 12, vous avez des bouts d'ondins qui vont avoir des tiges vertes encore, ou à l'intérieur de la tige, il y aura encore de l'humidité, qui des fois ne sera pas détecté, même si vous avez un testeur d'humidité, ce que je disais tantôt. Les Anglais disent que le foin est cured, c'est leur expression, c'est que en Alberta, ils travaillent beaucoup comme ça. Et des fois, même si le foin a l'air sec, mais il n'est pas cured, ça veut dire qu'il n'est pas complètement sec au niveau de la tige. Dans les grosses balles carrées à 12 %, c'est très, très rare qu'on ait un vrai 12 %. Même des journées comme on a là, très, très chaudes, vous avez de l'humidité dans l'air en fin de journée, puis le matin, vous avez des rosées. Donc, de mettre un dosage préventif, comme Dave disait tantôt, ça coûte pas cher parce que vous allez à peine en mettre, mais ça va faire en sorte que vous allez contrôler ce que vous n'aimeriez pas avoir, c'est-à-dire des petits effets minimes à cause d'un très léger taux d'humidité, mettons, qui pourrait être présent dans vos balles. Donc, vous voyez ici là, à l'écran, mais grosse balle carrée, on parle de 12 %, puis dans les petites balles, on parle d'aller jusqu'à 18 %, mais on parle de quand même avoir un séchoir à ce moment-là. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que si vous pressez un petit peu plus humide, vous allez toujours récupérer 1 % de feuilles par pourcentage d'humidité que vous avez. Donc, si vous pressez, par exemple, à 17-18 % d'humidité, ben, vous allez récupérer
6 de feuilles, donc de matière sèche, que vous perdrez pas là, en raclant et en pressant, qui ne vont pas juste comme tomber au champ. Donc, vous avez plus de volume en pressant un petit peu plus humide qu'en pressant très, très sec. Donc, Solution Foin devient à ce moment-là un outil de volume. Quand on a des années où on manque de foin, puis je pense que cette année encore, les rendements ne sont pas tout à fait au rendez-vous, bien, plus vous attendez pour presser, parce que vous voulez le laisser sécher seul au champ, plus ça va faire perdre de feuilles à ce moment-là. L'autre petit point que je vais apporter, c'est de plus en plus utilisé, surtout pour ceux qui mettent de la paille dans leur ration. J'ai vu des cas cette année là, de paille qui avait des moisissures, puis ça avait provoqué des gros problèmes dans les rations de vache carrée où il y avait beaucoup de paille hachée. Ça coûte à peu près rien là, de mettre de la paille parce que on ne fait pas beaucoup de tonnes de paille. Hein. Dans une balle de paille, il n'y a pas énormément de tonnes en poids. On parle de mettre 5 litres par tonne de solution foin dans la paille. Et donc, c'est très peu par balle. Et ça vous permet, là, quand la paille est déjà belle au moment de la récolte, de la garder belle et sans poussière. Et l'autre chose que ça permet aussi, s'il y a un petit peu de mauvaise herbe dedans, qui est encore un petit peu vert au moment de presser vos balles, ben ça va faire en sorte que ça ne provoquera pas de moisissure à cause de ces petits restants de mauvaise herbe-là. Alors, je vous parle au niveau des jets. C'est important. Quand vous achetez un applicateur Solution Foin, il y a un manuel de l'utilisateur qui vient avec. Je vous ai mis les données les plus pertinentes à l'écran. Si jamais vous avez perdu votre manuel, on a ça en version PDF maintenant avec les ordinateurs. Là, on peut vous envoyer ça n'importe quel temps avec votre représentant pour revoir un peu l'installation de vos jets si c'est correct. On veut être en fait, là, on veut avoir 20 pouces de distance, entre chaque buse et environ 10 pouces entre le bord de la presse et le bord du premier jet, de chaque côté, en fait, de chacun des jets entre le bord de la presse. L'autre chose, on veut être entre 8 à 10 pouces du matériel qui va rentrer dans la presse, donc du foin. Et ce qui est important aussi, c'est de vérifier une fois de temps en temps si vos buses demeurent orientées dans le bon sens, c'est-à-dire de gauche à droite. Si avec le temps, les caps se sont loussés ou que les buses ont changé d'orientation, là, c'est moins efficace pas mal. Au printemps, c'est toujours une bonne chose de faire partir la pompe pour être sûr que ça fonctionne avant que les chantiers démarrent. On le voit ces jours-ci, nous, on reçoit 5 à 10 appels par jour pour des bris ou des pièces qui ne fonctionnaient plus l'année passée. Et là, évidemment, le foin est en train de se presser, puis nous, on a toutes les pièces et on les envoie toutes par Puro-Laiter pour le lendemain, mais des fois, on voudrait l'avoir la journée même, donc c'est mieux un petit peu de commencer avant, de vérifier que tout est fonctionnel, vérifier que votre manomètre est encore fonctionnel aussi. Des fois, il passe une bulle au cerveau, puis ça ne marche plus, ça, donc ça se remplace. L'axe des buts, j'en ai déjà parlé, puis le balai du jet, exactement comme je vous disais tantôt, là, pour être certain que vous avez la bonne orientation du balai par rapport au foin. Donc, l'applicateur Solution Foin, si vous n'en avez pas déjà un, en fait, l'applicateur ABC, là, parce qu'il peut servir à mettre aussi des inoculants ou autres produits, disponible en 125 litres, en 200 litres et en 375 litres. Je vous ai mis les prix parce que nous, on vend vraiment les applicateurs pour que vous puissiez utiliser nos produits avec succès. C'est pas chez nous un poste, je vous dirais, profitable. Là. On vend les applicateurs à peu près au prix coûtant. L'objectif de ça est que vous ayez accès des bons équipements à des prix abordables pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Puis l'idée d'avoir nos applicateurs, c'est simplement parce qu'on est certain d'avoir toutes les pièces en tout temps chez nous. Donc, pour vous dépanner si ça brise ou s'il y a quoi que ce soit. Donc, chacune de ces pièces-là, il n'y aura jamais de délai si vous avez besoin de remplacer quelque chose. Vous nous envoyez une photo via votre représentant. On sait quelle pièce vous avez besoin. Dans le manuel aussi, chaque pièce est expliquée avec son code. Donc, on peut remplacer n'importe quoi là-dessus. Je reviens un petit peu avec un petit peu de théorie au niveau de la matière sèche, puis des balles rondes, entre autres, puis quel produit choisir. Puis dans ce qu'on voit là aussi, ça s'applique à n'importe quel ensilage qui ne serait pas fait en balle ronde quand même. Ce que vous voyez, la zone en jaune, c'est la zone où vous allez avoir une mauvaise fermentation, c'est-à-dire une fermentation butyrique. Ce que vous avez complètement à gauche, c'est le pourcentage de matière sèche de votre récolte. Si vous avez de la luzerne pure, puis vous essayez de faire ça entre 30 et 35 de matière sèche, vous allez avoir création d'acide butyrique, c'est clair, parce que ça vous prendrait des niveaux de sucre
de stade à peu près pré-bouton dans la luzerne pour être en mesure de récolter des balles rondes à ces taux de matière sèche-là. En fait, même de l'ensilage en silo, c'est la même chose. Là. Fait que quand on se ramasse avec de l'acide butyrique, c'est à cause de ça. Les graminées sont beaucoup moins capricieuses. Vous pourriez faire ça plus humide, mais là, à ce moment-là, ça ne fait pas nécessairement de la bonne qualité en balle ronde quand c'est trop humide non plus. Là. On le sait, ça s'écrase, puis ça fait une balle qui ne se tient pas, qui se compacte moins bien. Et dans l'ensilage de maïs, bon, il n'y a jamais de problématique d'acide butyrique. Là. Il y a tellement de sucre que la fermentation est assez facile. Puis dans le fond, la zone cible, c'est la zone qui est délimitée avec des pointillés. Ça, c'est la zone cible pour chaque espèce où on devrait cibler de faire ce qui est le plus optimal comme ensilage. Maintenant, en balle ronde, des fois, on se permet d'aller un petit peu plus sec. Et puis, à ce moment-là, c'est là que ça devient intéressant d'utiliser solution au fond. Je vous ai mis une petite note. Est-ce qu'on enrobe ou non? Ben, écoutez, quand le foin n'est pas vraiment sec, puis que vous êtes rendu à devoir faire un choix, puis vous voulez l'enrober parce qu'il va mouiller, ben, ce que Dave a dit tantôt, c'est une excellente idée de dire, ben là, je vais mettre un peu de solution au foin pour m'assurer qu'il n'y a pas de suintage qui se fasse parce que je suis un peu trop sec pour enrober en réalité, ou je fais un foin qui est pratiquement sec, mais une fois qu'on l'enrobe, ben, ça crée une zone limite parce qu'il n'y a plus d'air qui va permettre de faire sécher la balle. Fait que de mettre solution au foin, c'est comme une solution alternative pour arrêter la progression des levures et des moisissures dans cette condition-là. Alors, quel additif choisir? Des balles très humides, je vous l'ai déjà dit, c'est pas recommandé, donc 35 % de matière sèche ou moins. On le recommande pas. Par contre, vous pourriez choisir soit de mettre de l'Inersil Gold ou du solution au foin à 2 litres par tonne. Je dis 2 litres, mais des fois 3, 4 litres par tonne, là, quand on est dans des conditions extrêmes, qu'on sait qu'on est un peu trop humide, ça peut être une bonne idée. De 35 à 50 % de matière sèche, ben là, vous êtes dans des zones optimales. Un homofermenteur, là, un inoculant comme Inersil Gold va faire un très, très bon travail. Puis ensuite, vous pouvez aussi là, avoir la même chose, solution au foin qui peut vous aider. Si vous ne voulez pas avoir, comme je disais, 2 produits, vous pouvez travailler toujours avec du solution au foin. Quand vous êtes très sec ou semi-sec, de 50 à 75 % de matière sèche, ben là, solution au foin devient l'outil par excellence. On va mettre là, des dosages qui vont osciller de 3, on peut même aller jusqu'à 4, 5, 6 litres par tonne si on pense qu'on a un gros challenge. Là, je vous dirais exemple, un foin qui est plus mature puis que vous êtes rendu à 60 % de matière sèche puis vous voulez vous assurer que tout va bien aller, ben ça pourrait à ce moment-là être un outil d'augmenter la dose dans ce type là, de foin-là. On va continuer. Alors, je vous donne un exemple de calibration. Ça, c'est quand même important de le regarder. Puis de se valider. Hein. D'une année à l'autre, on dit bah, j'ai fait ça de même l'année passée, je continue. Est-ce que vous en mettez assez? Est-ce que vous en mettez trop? Je vous mets la méthode de calcul, puis je le fais rapidement avec vous. Mais dans le fond, la meilleure façon de faire ça, c'est premièrement d'établir le taux de pressage, c'est-à-dire évaluer le nombre de balles que vous pressez à l'heure. C'est important dans ça de ne pas compter le temps nécessaire pour attacher la balle. Donc, c'est vraiment le temps que ça prend pour presser une balle. Donc, vous chronométrez en secondes combien de temps ça vous prend pour presser une balle. Puis, vous le faites à peu près pour 5 balles dans une partie représentative du champ. Donc, ensuite, vous pouvez faire la moyenne en secondes par balle. Une fois que vous avez le nombre de secondes par balle, à ce moment-là, vous divisez 3600 secondes par le nombre de secondes par balle. Ça va vous donner le nombre de balles à l'heure que vous faites. Dans l'exemple qu'il y a ici, vous aviez 51,4 balles à l'heure. Si on prend, par exemple, des balles de 350 kg, on dit que vous faites 17,9 tonnes à l'heure. Donc, ensuite, il s'agit d'avoir la bonne humidité pour votre foin. Moi, je le dis, prenez le pourcentage le plus élevé pour établir la dose d'application. Prenez pas une moyenne, puis prenez pas le plus bas. Vous êtes mieux d'aller sur le plus haut parce que là, vous allez contrôler la pire situation, donc en termes d'humidité. Ensuite, vous allez choisir le nombre de litres par tonne en fonction de ce que vous avez sur l'étiquette de solution au foin. Si on prend là, dans cet exemple-ci, on prend un exemple à 22 % d'humidité, on a dit qu'on faisait 18 tonnes à l'heure, on veut mettre 5 litres par tonne. Donc, on va vouloir mettre 90 litres à l'heure.
Et dans l'exemple à côté, ben là, vous allez aller choisir une buse bleue à 20 livres de pression qui va vous donner là, le taux à l'heure que vous voulez avoir avec 2 buses. Alors, ces tables-là là, sont disponibles là, dans le manuel d'utilisateur. Si vous ne les avez pas, on peut vous les renvoyer n'importe quel temps, comme je disais tantôt, pour être capable là, de mesurer vos choses. Maintenant, l'autre petit point, c'est l'entreposage pour l'hiver. On a souvent des appels, là, première fois qu'on presse. Bon, là, la presse, la pompe ne fonctionne plus, c'est bloqué, ça ne pompe plus, ça a jammé, etc. La meilleure chose à faire avant l'hiver, c'est de bien la rincer, la vidanger, cette pompe-là, puis faire circuler du liquide lave-glace dedans. Vous pouvez le laisser dedans pour l'hiver. Il n'y a pas de problème. Puis ça peut être de l'antigel à plomberie, mais du lave-glace, ça fait amplement l'affaire. Puis c'est même mieux parce que c'est plus facile à sortir après au printemps. Là, c'est moins épais. Si jamais ça ne part pas au printemps, ça se répare, là, ces pompes-là. Allez pas donner de coups sur la pompe, la frapper. Les pièces internes, c'est super fragile. Là. Il y a des brosses là-dedans. Fait que souvent, ça arrive chez nous. J'essaie de la réparer, elle ne repart pas. Il y a 3-4 coups de marteau dessus. C'est sûr qu'elle ne repartira jamais. Une fois que les brosses sont brisées, là, il n'y a plus rien à faire avec cette pompe-là. Si c'est juste la portion de la tête là, qui ne pompe plus, on peut remplacer le diaphragme à l'intérieur. Quand on répare des pompes chez nous, on vous facture le coût de la pièce. On ne charge même pas le temps de la réparation. On charge seulement le coût des morceaux si on a à la réparer. Mais si vous la frappez et vous la cognez, c'est sûr que là, elle scrape puis il faut absolument la changer complètement. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Puis, dans le fond, je vais laisser la parole à Normand. Et si vous avez des questions, bien, ça va me faire plaisir d'y répondre. Question, Christian. Si des producteurs ils veulent faire la reprise de leur ensilage dans les silos l'été et que ça chauffe parce qu'ils ont soit le volume de vache est pas assez important ou le silo est trop gros, est-ce que d'appliquer du solution foin dans la base du silo, qu'est-ce qu'on sait qui va être pris à l'été, peut être une alternative? C'est une très bonne question. Puis effectivement, c'est une façon de faire qui est de plus en plus utilisée. C'est-à-dire que tout l'ensilage, exemple, qui va être réutilisé durant l'été, de mettre des gros dosages. Des dessus de silo dans les portions où il y a beaucoup d'oxygène, c'est-à-dire qu'on conseille environ de couvrir une période de 5 semaines d'alimentation du troupeau une fois qu'on a ensilé. Donc, je prends un exemple, un troupeau qui mange 1 tonne d'ensilage de luzerne par jour, 35 jours, c'est 35 tonnes. Bon, ben là, à ce moment-là, mettons qu'on a 7 tonnes par boîte, on va couvrir à ce moment-là 5 boîtes d'ensilage avec 5 litres par tonne pour un dessus de silo. Maintenant, pour faire suite à ce que tu viens de faire du pouce sur ce que tu disais, Normand, à ce moment-là, si on pense que qu'on n'en prend pas tout à fait assez, puis même comme des étés comme cet été, là, on voit qu'il y a des vagues de chaleur, puis c'est de plus en plus fréquent, on peut aussi dire, ben moi, je sais que je vais donner de l'ensilage comme ça frais tout l'été. Donc, les portions d'été qui vont être réalimentées entre 2 coupes, on pourrait se couvrir avec, des fois, c'est 5 semaines entre 2 coupes, mais des fois, on sait que c'est 6, 7, 8, des fois avec la 3e coupe. Donc, c'est un peu d'évaluer ça, puis d'en mettre pour 1 semaine ou 2 de plus, pour être sûr qu'on ne retombe pas dans de l'ensilage durant l'été qui fait bien chaud, puis surtout si on n'en donne pas tout à fait assez. Donc, de mettre vraiment la grosse dose de 5 litres par. Parce qu'autrement, si on met du solution foin plus épais que la dose, disons, qui est à problème durant l'été, puis qu'on veut faire fermenter, c'est plus de 2 à 3 litres par tonne. Mais quand on est en challenge, là, il faut vraiment travailler avec du 5 litres par tonne dans l'ensilage en période estivale pour la période qu'on veut couvrir pour se protéger, là, sur soit l'ensilage qu'on va donner tout le temps dans l'été ou soit la portion de 5 semaines. Si à ce moment-là, on en prend suffisamment, puis on sait qu'en dessous, là, on va rouler, bien là, on peut travailler avec un inoculaire qui revient un petit peu moins cher en dessous de la couche de solution. C'est bon. Merci, Christian. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été dans le clavardage. Si vous pouvez voir, moi, je ne les vois pas. Moi, je n'en vois pas, Normand. Non, c'est bon. Donc, merci beaucoup, Christian, pour ta présentation. Vous avez reçu vers 13h30 un sondage d'appréciation qu'on aimerait que vous preniez quelques minutes pour les répondre comme à l'habitude. Ça nous aide toujours à préparer les prochaines capsules. Donc, je remercie encore une fois nos partenaires pour cette présentation qui sont Desjardins Entreprises, Corteva Agrisciences, BASF et Financement Agricole Canada. Ceci m'amène à vous inviter à notre prochaine capsule qui sera l'ajustement de la fourragère et son impact sur l'alimentation.
Elle sera donnée par Samuel Pelletier et aura lieu le 10 juillet prochain. Donc, sur ce, bonne fin de journée. Merci beaucoup et on se revoit à notre prochaine capsule. Merci, au revoir.